Version, même si le vent a baissé, on est d'accord. Alors, progressivement, on note tout de même des départements en vigilance orange pour le vent. On conserve 2 départements, le Nord, le Pas-de-Calais, toujours concernés. Il y a sur le littoral une vigilance orange maintenue cette fois-ci pour le sud de l'Aquitaine. Alors, en réalité, il faut comprendre que ce sont les conséquences du passage de Ciarán. Elles s'enroulent. Il y a toujours ce vent qui file dans une direction sud-ouest, en direction du pays. Et ce vent reste très puissant, il provoque beaucoup d'instabilité au large de l'Aquitaine. Et là aussi, c'est un nouveau creux dépressionnaire qui est en train de se former. Disons que c'est une dépression sœur. Alors c'est la petite sœur de Ciarán. Elle va traverser tout de même toute la moitié sud du pays. Ce qui nous donne déjà des intempéries assez conséquentes en Nouvelle-Aquitaine, mais aussi en Provence, le littoral provençal concerné par une alerte pour ce risque de débordement, de vagues submersion. Oui. La Corse aussi, il y a un risque de crue pour la Corse du Sud et on va là aussi affronter des vents à 120 voire 130 km/h. Ce sera pour cette nuit et ça va continuer demain une bonne partie de la journée, donc cette fois-ci dans le sud du pays. Donc on attend maintenant la submersion des vagues, c'est parfaitement clair. Nous ont rejoint pour commenter la situation ce soir le lieutenant-colonel Ludovic Pagano, qui est ancien pompier, expert en gestion de crise et fondateur du cabinet Astric, Chloé Nabédian, journaliste climat à TV5 Monde, où vous présentez le magazine À la vie, à la terre. Arnaud Aimé, qui est spécialiste des transports au cabinet de management SIA Partners, c'est Sandra Dessel-Lamotte, qui est experte en prévention des risques naturels et technologiques. Vous présidez par ailleurs l'association Résilience. Dans un instant, on va retrouver Lionel Top qui est en direct de Vissant. Lionel Top avec nous. Lionel, faites-nous le point de la situation ce soir. Alors, on est à quelques mètres de Vissant. On est sur la commune de Hervelin-Gand. C'est vraiment 2 communes toutes proches parce que on a suivi toute la journée à Vissant cette tempête, les vagues impressionnantes, la mer démontée. Mais il y a un deuxième effet en quelque sorte de cette tempête ici dans le Pas-de-Calais, ce sont les inondations. Et vous le voyez, à partir de ces barrières-là, la route est barrée parce que à quelques mètres de là, il y a les inondations qui ont d'ores et déjà commencé. Il y a 2 cours d'eau qui sont vraiment en vigilance ce soir. Il y a la Liane et la M, 2 cours d'eau habituellement très tranquilles, des petites rivières, mais dès lors qu'il pleut, comme c'est le cas depuis plusieurs heures maintenant, eh bien, ces 2 cours d'eau sortent de leur lit et des habitants ont dû être évacués à une dizaine de kilomètres d'ici sur la commune de Ham-Boucre. C'est un petit village de 1200 habitants environ et certains d'entre eux dans le centre de ce village ont dû être évacués parce que ces cours d'eau sont en train de monter. Donc prudence, même si le vent souffle encore, il est moins important que dans la journée. En revanche, eh bien, ce sont les inondations qui risquent de compliquer la nuit des habitants ici dans le Pas-de-Calais. Merci beaucoup Lionel Top en direct de Vissant, Pas-de-Calais avec Pauline Delevoye. Colonel Pagano, il y a des risques ce soir dans la région. Hein. Oui, il y en a. C'est pas terminé. Les vigilances sont encore là. Il faut rester vigilant. J'allais même dire, il faut même pas rester vigilant. Il faut rester chez soi, rester tranquillement chez soi, au chaud. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire ce soir et attendre que cette tempête soit complètement partie. Il y a les problèmes effectivement de risque d'inondation, de submersion. Oui. Il reste aussi peut-être des objets qui menacent de chuter sur la voie publique. Enfin voilà, oui. C'est pas rien. Moi voilà, si j'étais vous, je resterais chez moi. Le bon conseil du colonel Pagano. Les risques de crue étaient attendus dans cette région. Hein. Il y a une vigilance orange crue pour le Pas-de-Calais qui est en cours et qui va même persister demain pour une bonne partie de la journée. Lionel Top nous le disait, c'est la Liane, c'est la M qui déborde déjà en ce moment, des débordements conséquents, et on surveille également les crues pour la Corse du Sud. Alors, colonel Pagano, je reviens vers nous. Quelle était la nature des interventions aujourd'hui dans cette journée? On a l'impression que les chutes d'arbres sont quand même majoritaires. Oui, alors effectivement, essentiellement des chutes d'arbres, en tout cas pour la première partie, puisque là, comme vous venez de dire, on arrive maintenant sur un autre phénomène. En tout cas, depuis le début du passage de la tempête, c'est essentiellement des chutes d'arbres. Pourquoi? Tout simplement parce que les sols sont gorgés d'eau, parce que les arbres ont encore beaucoup de feuilles, parce que du coup, ça offre une grosse résistance au vent avec des vents particulièrement puissants. On parle de rafales, effectivement, dans certains endroits, 160, oui. 170 km/h. Mais ce qui est aussi intéressant ou important de savoir, c'est que ce vent, il a soufflé de façon très forte tout le temps et qu'à un moment donné, ça vient à fragiliser, que ces arbres viennent se coucher. Alors quand ils se couchent dans un champ ou dans une forêt, c'est pas très grave. C'est des histoires d'enjeux, d'aléas. Sur une route, ça devient autre chose. Sur une route, ça devient autre chose. Et malheureusement, un homme ce matin a perdu la vie parce qu'il a perdu mort de la journée. Un arbre. Donc ça a été les arbres. Ces arbres parfois viennent aussi se coucher sur des lignes électriques.
Donc ça génère d'autres risques et ça génère également d'autres conséquences. On parle de crise. Une crise, elle est multisectorielle. Ça concerne les transports, ça concerne l'industrie, ça concerne et donc ça a des impacts sur l'économie. Et on est en période de vacances scolaires. Là, on n'a pas impacté l'enseignement et l'éducation nationale, mais enfin ça aurait pu. Voilà. Donc tout le monde est concerné et voilà, il faut l'avoir à l'esprit. C'est pas qu'une histoire de pompiers et de secours. Bien sûr. Chloé Nabedian, même si le bilan humain est moins dramatique que ce que l'on pouvait redouter, je rappelle qu'on a quand même 2 morts et 7 blessés, est-ce que cette tempête restera par certains aspects historique ? Par certains aspects, oui, parce qu'en Bretagne, elle a quand même dépassé les valeurs du fameux ouragan de 1987. Oui. Donc ça reste quand même des valeurs extrêmement fortes, majeures. En plus, le développement du littoral a été beaucoup plus important ces dernières décennies, donc avec un risque majeur pour les maisons qui se situent vraiment sur le bord de ce rivage, oui. Avec ce risque de vague submersion en plus qui est particulièrement important, la surcote qui est également très importante aussi, et donc ce risque de vague submersion qui devient le danger numéro 1 pour ces maisons. Il y a vraiment un réaménagement du littoral qu'il faudra prendre en ligne de compte pour les années à venir afin de se prémunir des tempêtes qui ont des conséquences beaucoup plus fortes à cause du réchauffement climatique puisque l'érosion est plus importante et la montée des eaux apporte davantage de force en fait à ces vagues. Sandra Dessal-Lamotte, on a découvert au fil de la journée l'ampleur en fait d'une partie des dégâts, mais c'est forcément très long à recenser, notamment dans les départements où des milliers de foyers sont encore privés de courant ce soir. Quelles sont les principales difficultés ou destructions que vous avez pu observer ou relever, vous ? De toute façon, on a toujours des impacts sur le mobilier urbain, déjà, premièrement. Donc là, les collectivités vont avoir effectivement un certain nombre d'aspects, un certain nombre de choses à remplacer. Bien sûr, les bâtiments, on l'a vu aussi, les toitures, tout ce qui est fragilisé au regard du bâti. Donc on l'a vu, ça peut être des bâtiments entiers, ça peut être des portails, enfin voilà, tout ce qui est un petit peu du mobilier. On a des images d'immeubles qui sont très impressionnantes. Bien sûr, en fait, quand on a ces vents violents, tout vacille. Donc, ce qui va rester, c'est ce qui va être le plus solide. Donc, c'est là où on identifie finalement la vulnérabilité du territoire, la fragilité du territoire. Donc, sur toutes les communes et en particulier celles qui sont qui ont été en première ligne, on va dire, on aura de toute façon tous ces aspects-là, autant la végétation que tout ce qui, en fait, n'est pas suffisamment accroché à la terre et qui va se retrouver dans les rues, etc. Et on a compris que maintenant, la préoccupation, elle concerne le littoral. Bien sûr, le littoral français est extrêmement exposé à ce type de risque. Vous l'avez précisé, ce qui amène les collectivités à repenser en profondeur leur politique d'aménagement. Déjà, on a par rapport à honnêtement, ça change parce que moi, ça fait 30 ans que j'entends ça. Et j'ai pas vraiment l'impression que ça bouge beaucoup sur nos littoraux. Vous avez raison, ça prend énormément de temps, ça prend plusieurs décennies. Vous le dites déjà par le passé, mais ça va être le cas à l'avenir. Et pourtant, il y a un enjeu d'accélération des politiques publiques. Donc, il y a des efforts très importants qui sont mis pour, alors dans certains cas, lutter contre le danger. Donc on va avoir des systèmes d'endiguement, etc., mais qui sont fragilisés. On le voit, en tout cas, on n'en tient plus compte pour effectivement cartographier le risque. Dans d'autres cas, on va faire le choix de laisser passer l'eau. Dans certains cas, on va, quand cela est possible, les collectivités vont racheter des bâtiments qu'elles vont ensuite détruire pour que l'eau puisse rentrer et avoir des systèmes d'aménagement comme des espaces de stationnement un peu en système de cuvette. C'est contre-intuitif pour ceux qui nous écoutent, mais c'est en fait très efficace. En fin de compte, c'est efficace. L'acceptation de l'eau d'une certaine façon. Exactement. On accepte le danger et puis là, on est dans l'adaptation, ce qu'on appelle l'adaptation aux phénomènes dangereux. Mais par contre, il y a aussi une réflexion de fond qui est plus complexe parce que politiquement, il faut la porter. C'est la transformation de l'aménagement du territoire où là, on va repenser ne serait-ce que l'aménagement pour le tourisme en arrière du littoral. Donc, on va plus chercher à avoir en permanence la vue sur la mer, mais on va aller construire et développer des logements, des activités touristiques ou autres pour, je dirais, être plus en arrière littoral et se protéger du danger. Vous décrivez en fait de grands bouleversements d'organisation sociale. Alors Arnaud Aimé, la Bretagne a été quasiment paralysée aujourd'hui. Une interdiction de circuler pour tous les véhicules, sauf extrême urgence, dans une région entière. Est-ce que c'est rare, voire inédit, à votre connaissance ? Non, c'est pas inédit. Effectivement, c'est tous les modes de transport qui sont impactés par ce type d'événements météorologiques. On voit que les avions l'ont été, puisque bien sûr, pour atterrir et décoller, c'est plus compliqué en période de tempête. C'est valable pour la route aussi, et on a vu à quel point c'est important d'avoir des restrictions, voire des interdictions de circuler.
au vu du drame qui s'est produit ce matin avec un automobiliste tué suite à une chute d'arbre, et puis aussi dans le secteur ferroviaire qui est très fortement impacté, parce que dans le secteur ferroviaire, on se dit que ça doit être un transport, le transport le plus sûr, et donc là on est souvent ceinture et bretelles, et on préfère prévenir plutôt que guérir. Ces interdictions et le fait que les Français visiblement les aient suivies, ce qui n'est pas toujours le cas, ça explique le faible nombre de victimes, selon vous ? Pour moi, c'est très clair. Il y a eu beaucoup de communication quand même depuis 3 jours maintenant, et c'est aussi le résultat de l'histoire. On parlait de la tempête de 87 en Bretagne, mais aussi de ce qui s'est passé en 99, de ce qui s'est passé en 2010 avec Xynthia. Donc, on apprend de ces erreurs-là, et c'est aussi les opérateurs de transport et avec les autorités qui s'y préparent, en définissant même plusieurs mois, plusieurs années à l'avance des scénarios dégradés. Dans le cas où il y a une tempête, ou bien une canicule, ou bien un froid extrême, ou bien des inondations, c'est des choses qui sont largement anticipées maintenant, à la fois pour préparer les opérations, quelle circulation on fait, et aussi avec la communication qui est préparée. Une question, on a reçu beaucoup de témoignages de perturbations dans les transports en commun, y compris en Île-de-France, qui n'était pourtant pas en première ligne. Ça vous paraît logique là aussi ? Oui, c'est logique, effectivement. Il faut savoir prendre des mesures qui ne seront par définition pas populaires, voire pas évidentes, mais qui doivent être prises. Oui, effectivement, mieux vaut prévenir que guérir. Donc, en Île-de-France, c'est une partie du réseau RER et du réseau des trains de banlieue qui a été bloqué aujourd'hui, en particulier ce matin, de manière préventive, parce que ce que cherchent à faire les opérateurs ferroviaires, donc la SNCF en l'occurrence, c'est éviter d'avoir à tout prix d'avoir des voyageurs bloqués dans les trains. Dans les trains régionaux, il y a des fermetures dont on n'était absolument pas prévenu ce matin. Enfin, vous comprenez que ça surprend et voir que ça perturbe la vie sociale. Oui, ça a été le cas sur TER Bretagne typiquement aussi. Merci de le dire. Mais là encore, on préfère prévenir plutôt que guérir, c'est-à-dire éviter le plus possible les blocages de voyageurs dans les trains sur les voies. Ce qui peut amener évidemment de l'inconfort et du mécontentement, voire des situations dangereuses parfois. Donc on préfère, quand on pense qu'on va avoir des restrictions de circulation, parce qu'il va y avoir des arbres couchés sur les voies, ou en tout cas des branches d'arbres, ralentir les circulations ou opérer moins de trains, parce que c'est plus simple de faire ça plutôt que au dernier moment devoir secourir des voyageurs qui sont en... Corinne Abédian, même une région comme la Bretagne qui a affronté de nombreuses tempêtes va devoir s'adapter au changement climatique et aux phénomènes violents qui vont se multiplier, s'intensifier. Oui, tout le monde va devoir malheureusement s'adapter à cette nouvelle donne, comme vous l'avez très bien précisé. Il y a vraiment toute une réflexion sur l'aménagement du territoire de façon globale à mettre en place. Il y a beaucoup de villes déjà qui acceptent le fait de recevoir cette eau. À Bangkok, par exemple, les sous-sols, les rez-de-chaussée sont déjà adaptés pour accueillir l'eau lorsqu'il y a de trop fortes inondations. À Berlin, ce système de ville... Pardonnez-moi, vous venez de nous comparer à Bangkok. Et vous avez raison de le faire puisque c'est ce qui se prépare. Et vous imaginez à quel point psychologiquement, c'est un bouleversement pour la vie des Français. C'est un bouleversement, effectivement. C'est pour ça que la prévention, la communication sur tout ça est extrêmement importante. Ce qui s'est passé cette semaine, je trouve que c'est vraiment exemplaire parce qu'effectivement, on a évité beaucoup de morts grâce à la communication qui a été faite alors qu'on est vraiment en pleine période des vacances. Et l'étape 2, ça va être finalement d'avertir la population de tout ce qui risque de se produire dans les années qui arrivent et la nécessité vraiment d'exproprier malheureusement beaucoup de personnes qui seront trop proches du littoral, de les faire revenir plutôt à l'intérieur des terres. Quand je suis partie en reportage pour TV5 Monde justement au Québec, les îles de la Madeleine étaient totalement menacées par la montée des eaux. Et en fait, il y a des tronçons de route qui étaient totalement arrachés et perdus dans la mer et ils ont déplacé les maisons qui étaient en bord de falaise beaucoup plus à l'intérieur de la terre. Et donc, on a ce système de maisons qui basculent beaucoup plus à l'intérieur des terres, des zones qui sont totalement inaccessibles pour pouvoir y habiter. Et donc, on a déjà cette réflexion-là partout dans le monde aujourd'hui. Et il faut absolument, en France aujourd'hui, prendre les devants sur ça. Vous venez de nous emmener à Bangkok et au Canada. On va partir en Bretagne, si vous le voulez bien, qui s'est donc réveillée sous les débris charriés par le vent ce matin, dans une région où on a l'habitude des coups de vent. C'était souvent la stupéfaction, y compris d'ailleurs dans les terres. Vous allez découvrir les dégâts de la tempête Ciarán dans notre reportage 3D. Il est préparé ce soir par Justine Fontaine, Fanny Regnault, Bertrand Séguier et Simon Terrassier avec toutes les équipes de BFM TV. Et on se retrouve pour les commenter ensuite avec nos invités. Cette maison est éventrée. La nuit dernière, au plus fort de la tempête, un arbre s'écrase sur le toit. À l'intérieur, Brian et sa femme enceinte calfeutrés. Ils ont la peur de leur vie. Au début, on était à l'étage, donc on voyait les arbres bouger.
Parce qu'il y avait on n'allait pas fermer les volets, quoi. On se rassurait un peu, mais en fait, pas du tout. Il y avait des branches aussi grosses que ça qui tombaient sur la maison. Donc les Velux, ça cognait sur les Velux et tout. Donc on s'est caché dans la chambre la plus éloignée en fait des pins, le temps que le passage, le temps que ça se calme en fait. C'était énorme. Hein. De toute façon, celui-là quand il est tombé sur la maison, c'était vraiment le bruit, c'est un gros bruit sourd et lourd, quoi. Ma copine enceinte de 6 mois et demi, donc du coup, j'avoue que c'était un peu la panique un peu de tous les côtés, quoi. Bloqués chez eux par la violence du vent, ils évacuent finalement au petit matin avec l'aide des pompiers. Mais leur maison est désormais inhabitable, comme des dizaines d'autres touchés par la tempête Ciarán. À Tréguier, dans les Côtes-d'Armor, ces pompiers viennent constater l'étendue des dégâts dans cette maison où vit un couple de personnes âgées. C'est la partie de la toiture qui s'est envolée ici, d'accord. Okay. Cette partie-là. Ouais. Et à l'intérieur de l'habitation, en fait, on a déjà des dégâts ou on a juste en fait la toiture? Pour l'instant, il n'y a que la toiture. Il n'y a que la toiture, mais bon, il va y avoir des infiltrations vu ce qui tombe en eau. L'équipe progresse prudemment. Le verdict tombe, le danger est imminent. Impossible pour les occupants de regagner leur logement. On a vraiment la fissure principale en fait, qui correspond en fait, au reste du toit qui s'est envolé. Donc on a une infiltration d'eau qui commence. Le problème de la fissure en fait, c'est qu'il y a un risque d'effondrement de la structure, ce qui rend inhabitable le pavillon. Face à cette situation exceptionnelle, la solidarité s'installe. Le couple pourra être hébergé chez ce voisin venu proposer son aide. Dans la nuit et ce matin, les rafales puissantes se déchaînent sur les côtes françaises. En Bretagne par endroits, le vent bat des records. 195 km/h enregistrés par Météo France dans le Finistère, 170 km/h dans les Côtes-d'Armor. La tempête s'engouffre dans les terres et fait des dégâts. Certains arbres ne résistent pas au vent violent. On n'a jamais vu ça en fait. Depuis 99, on n'a jamais vu ça. Dans la ville de Brest, le toit de ce lycée est totalement soufflé par la tempête. Il ne reste plus que de la tôle et des bouts de charpente parfois projetés à plusieurs dizaines de mètres. Aux abords de l'établissement, des morceaux de laine de verre jonchent le sol. Gérard habite la ville et n'en revient pas. Ah, c'est une catastrophe, hein. On s'attendait pas du tout à que cette toiture, tout ça, ça parte. C'est éparpillé partout. Là, bon, on est à la maison, on entend le coup de vent, mais quand on vient voir juste après, waouh, c'est impressionnant, quoi. Des dégâts qui viennent parfois gâcher le travail de toute une vie. À Pont-Aven, dans le Finistère, Alex n'a pas fermé l'œil de la nuit. Devant l'état de la station-service familiale, il peine à retenir ses larmes. Ses parents venaient de tout rénover. C'était beaucoup d'acharnement dans le monde de travail, surtout mes parents. Et quand on voit ça, bon, fallait s'y attendre aussi un moment. Mais bon, on fait avec. Maintenant, on va essayer de couper l'arbre, on va essayer de dégager tout et refaire, reconstruire, et puis voilà. Il y a les destructions, et puis il y a les coupures d'électricité qui ont de lourdes conséquences. Ce jeudi, plusieurs dizaines de milliers de foyers bretons sont concernés. À Douarnenez, ce jeune restaurateur est dépité. Hop. Donc tout ça on jette parce que on n'a plus d'électricité depuis cette nuit. Donc tout ce qu'on avait prévu pour ce midi et ce soir, on est obligé de tout jeter. On est fermé aujourd'hui, peut-être encore demain. Donc voilà, c'est un peu du gâchis, mais on peut pas faire autrement. C'est toujours frustrant de jeter de la nourriture qu'on aurait pu vendre à des clients. C'est la nature, on
On est petit face à tout ça et on se dit que ça aurait pu être pire. L'arbre il est tombé à côté du restaurant, il aurait pu tomber sur le toit. César Dréau n'a pour l'heure aucune visibilité. Il espère pouvoir rouvrir rapidement. Justement, alors que la nuit tombe, les agents Enedis sont toujours à pied d'œuvre. Les pinces de suspension ont lâché et du coup le réseau, pour mettre en sécurité le poteau, le réseau est tombé et les clients sont sans courant, donc on se doit de les ralimenter le plus vite possible. Ce jeudi, 3 fois plus de foyers ont été privés d'électricité qu'après la tempête de 1999. Ce soir, 684 000 foyers, ça nous était annoncé il y a quelques instants au tout début de l'émission, sont encore des foyers. Donc ce ne sont pas des individus, ce sont des foyers. Donc des familles sont encore privées d'électricité, donc 425 000 en Bretagne. Enfin, c'est une situation qu'on a déjà connue. Enfin, je suis quand même stupéfait de la durée. Bien entendu, aucun jugement sur les capacités d'intervention des gens qui sont sur le terrain depuis hier, mais je trouve que ça dure et que c'est rude. Ça veut dire que on assiste quand même à des choses qu'on a très rarement connues. Très rarement connues, mais les images de votre reportage me rappellent la tempête de 99. J'étais sapeur-pompier à cette époque dans le Loiret. On est intervenu des centaines et des centaines de fois. Il a fallu inventer une nouvelle façon d'intervenir. Il fallait organiser des équipes composées de sapeurs-pompiers et de bûcherons, des équipes composées de sapeurs-pompiers et de spécialistes de chez EDF à l'époque. Ça s'appelait pas encore Enedis, pour pouvoir être plus performants. On a appris de 1999, beaucoup de choses ont été mises en œuvre depuis, que ce soit au niveau des communes avec les plans communaux de sauvegarde, que ce soit au niveau d'Enedis. Aujourd'hui, il y a beaucoup de lignes haute tension qui sont enterrées, donc elles sont moins vulnérables à ce type de tempête, mais toutes les lignes haute tension aujourd'hui ne le sont pas. On a 3 fois plus de coupures qu'en 99 en Normandie et en Bretagne. C'est quand même étonnant. Alors moi j'ai pas les éléments par rapport à ces chiffres. Je peux pas vous dire je peux pas vous dire. Je vous affirme qu'ils sont vérifiés, voilà. Mais si c'est plus vulnérable, plus fragile aujourd'hui qu'avant. Je n'ai pas les éléments, c'est sûr, mais en tout cas effectivement il se passe quelque chose de tout à fait exceptionnel, voire d'historique. Historique. Vous reprenez pour vous ce mot aussi? Oui, ça semble effectivement d'une importance considérable. Là aussi, on attend de voir les délais de réponse des opérateurs qui, du coup, sont en alerte, j'imagine, maximale pour pouvoir rétablir les situations pour les personnes. Mais quand même, ce que je voudrais ajouter de positif, pour le coup, peut-être aussi historique, puisqu'on a connu une année particulièrement impacté déjà avec la canicule, etc., c'est que le système de prévention, vigilance, météo, effectivement, on l'a dit, quand même fonctionne et il y a, je trouve, un très grand respect malgré tout des consignes. Donc là, c'est vrai que c'est quand même un aspect positif, c'est-à-dire il y a énormément de dégâts matériels. Il va y avoir des aspects. On imagine ce lycée qu'on vient de voir. Exactement, voilà, il y a des impacts financiers forts, des impacts assurantiels qui vont être forts, mais sur le plan du bilan humain, je dirais qu'il y a quand même cet aspect positif qui ressort. Les consignes du coup ont été respectées, ça veut dire que les gens cherchaient à se mettre à l'abri. Bon, c'est un réflexe bien entendu. Mais ce qui pourrait être souligné par rapport à cet aspect d'électricité, c'est quand même l'importance, ça paraît désuet, mais d'avoir une radio avec des piles pour pouvoir écouter la consigne, parce qu'à un moment, quand on n'a plus de réseau, comment on fait pour être relié aux autres consignes des autorités? Et oui, on le dit, nous, dans notre métier, c'est quelque chose d'évident, mais pour le grand public aujourd'hui, avoir une radio avec des piles, ça peut surprendre. Toutefois, c'est sûrement un bon conseil. On va en parler si vous le voulez bien avec une élue bretonne qu'on devait avoir en liaison télévisée et ça n'est pas possible parce qu'il y a des problèmes d'électricité. Bonsoir Viviane Gobert, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maire de Locmaria-Plouzané dans le Finistère, donc cette interview se fait finalement par téléphone. Avez-vous été surprise par l'intensité des vents qui ont soufflé sur votre région la nuit dernière ? Eh bien, d'abord, bonsoir à vous tous, merci. Eh bien, écoutez, je crois que depuis que je suis maire depuis 22 ans, c'est la première fois que je vois une tempête aussi violente. Je dois vous dire que nous avons été bien préparés. La population dans le Finistère a bien été préparée par les médias, par notre préfet du Finistère et tous les réseaux sociaux que nous avons mis en place. Mais je dois vous dire que les dégâts sont énormes. Ils sont vraiment énormes. Vous recensez des dégâts dans votre commune et alentour ?
Oui, tout à fait. Alors déjà dans ma commune, puisque c'est celle qui m'intéresse au premier chef, des dégâts au niveau des particuliers, des dégâts sur les routes, les arbres qui sont tombés, qu'il faut dégager, des dégâts sur les bâtiments communaux, des abris de cars scolaires qui sont tous tombés. Enfin, vous voyez un petit peu, jamais je n'ai vu un spectacle pareil dans notre commune et puis dans le Finistère. C'est vrai que nous sommes très exposés. Les habitants de Locmaria-Pouzané ont-ils globalement respecté aujourd'hui les consignes, notamment celle de ne pas prendre leur voiture? Tout à fait, absolument. Ce matin, il y avait peu de véhicules à circuler. Nous-mêmes, nous avons fermé nos services périscolaires, crèches, centres de loisirs pour éviter aux familles de prendre leurs véhicules et puis de venir. Ça a été respecté, ça a été demandé par des arrêtés du préfet qui ont bien été véhiculés, bien transmis, et je crois que les gens ont été bien préparés et ont bien suivi les consignes qui leur étaient données. Restez chez vous, ne sortez pas avec vos véhicules et attendez que ça se passe. Alors, en ce moment même, vous êtes encore confronté à des coupures d'électricité. De nombreux foyers restent eux aussi privés de cette électricité. Quand espérez-vous une situation normale et que vous disent les responsables qui s'en occupent? Eh bien, écoutez, les services d'Enedis sont sur le pont depuis ce matin. Je pense que pour demain, les choses seront rétablies. Qu'est-ce que vous tirez comme, comme conséquence ou comme conclusion de ces moments difficiles que vous vivez dans votre ville et dans votre département? Eh bien, écoutez, moi, je pense qu'il faut se préparer à ces tempêtes. Nous n'avions pas l'habitude. On parle du réchauffement climatique, mais c'est vraiment une réalité aussi. Il y a une détérioration et je crois que nous devons nous prémunir et prévenir justement pour passer au mieux ce genre d'événement. C'est le premier événement, à mon sens, que nous vivons sur notre commune et on s'y prépare. On s'y prépare. Vous avez vu et vécu des formes de solidarité dans votre commune aujourd'hui? Absolument. J'ai circulé aujourd'hui toute la journée avec mon adjoint aux travaux et nous avons vu qu'effectivement les personnes aidaient les autres. Vous savez, on a des dégâts énormes. Je ne parle pas des arbres qui se sont rompus, qui sont couchés, mais je vois des toitures de maisons. Vous savez, nous avons des toitures à toit plat maintenant en Bretagne. Oui. Eh bien, ces toitures qui s'envolent, des entreprises qui ont vu leur toiture partie, et puis partout, vous voyez, la signalisation dans notre commune, eh bien les panneaux sont couchés. Enfin, c'est une force de ce vent là qu'on ne maîtrisait pas jusqu'à présent et avec laquelle on va devoir se prémunir. On annonce pour samedi de nouvelles difficultés. Comment psychologiquement vivez-vous cela? Bah écoutez, effectivement, on annonce samedi encore une force de vent importante. On s'y prépare en espérant que, eh bien, nous n'aurons pas autant de dégâts que cette fois-ci, et on espère que les gens resteront chez eux effectivement et qu'ils seront eux-mêmes en sécurité à la maison. Merci beaucoup Viviane Gobert. Je rappelle que vous êtes maire de Locmaria-Pouzané dans le département du Finistère et on vous transmet toutes nos pensées ce soir dans les difficultés que vous traversez avec ceux qui habitent dans votre ville. Alors si le bilan humain reste relativement limité, c'est aussi grâce au dispositif d'alerte, de prévention qui a parfaitement fonctionné. Nous vous le disons depuis le début de cette émission. C'est en tout cas l'analyse qu'en fait le ministre de l'Intérieur. Écoutons ensemble Gérald Darmanin. Nous avons collectivement, et je remercie bien sûr les sapeurs-pompiers, les préfets, tous les Français qui ont écouté les consignes de rester chez eux, de ne pas circuler. Et grâce au système d'alerte mis en place par le ministère de l'Intérieur a permis de limiter évidemment les dégâts humains. Il y a 15 blessés, dont 7 sapeurs-pompiers au moment où je parle. Ce sont des blessés légers, dont les sapeurs-pompiers, donc pas de gravité. Il faut faire toujours très attention, puisqu'encore une fois, en Normandie et Hauts-de-France, ça continue à souffler extrêmement fort. Et par ailleurs, il faut éviter d'appeler les sapeurs-pompiers pour des choses qui sont vénielles pendant cette période particulière, et laisser évidemment les personnes qui ont besoin de plus d'assistance ou les urgences pour appeler le 18. Alors, colonel Pagano, est-ce que vous partagez ce constat que fait le ministre de l'Intérieur et qui nous dit, en fait, on est bien plus efficace aujourd'hui dans la prévention des catastrophes, notamment depuis les tempêtes de 99 ou Xynthia en 2010? Oui, ça très largement. On a changé de monde? Oui, on peut dire qu'on a changé de monde ou changé de paradigme. Ouais. On a beaucoup appris 99. Je disais tout à l'heure, les maires se sont dotés de plans communaux de sauvegarde. Aujourd'hui, non seulement ils ont des plans, mais ce ne sont pas seulement des plans qui rassurent, ce sont des plans qui sont mis en œuvre de façon extrêmement opérationnelle. C'est-à-dire que les maires n'ont pas attendu que la tempête arrive pour mettre en œuvre le dispositif. Ils se sont préparés avant. Ils ont commencé à identifier les cibles potentielles de la tempête. Ils ont pris les mesures et ils ont pris des mesures
courageuses. Et ça, c'est important de le dire parce que ce sont des mesures qui ne font pas toujours plaisir. Bien sûr. Et on peut se tromper. C'est-à-dire que la météo n'est pas une science exacte et cette tempête aurait pu être beaucoup moins grave qu'elle ne l'a été. Et là, on aurait pu reprocher à ces maires d'avoir pris des mesures trop importantes. En réalité, ils ont été courageux. Je crois qu'il faut souligner également que les préfets, ont été courageux de prendre un certain nombre de mesures. On parlait tout à l'heure des mesures dans le domaine des transports. Ce sont des mesures fortes, exceptionnelles, et l'utilisation du dispositif d'alerte FR Alert, comme vient de le dire, comme l'a dit ce matin le ministre de l'Intérieur, là aussi c'est une innovation importante. Et les préfets ont osé l'utiliser. En gestion de crise, on parle de courage décisionnel. Oui. C'est pas anodin parce on est dedans. Souvent, trop souvent, dans ces situations de crise, on n'ose pas prendre des décisions de peur de se tromper. Eh bien, quand on fait face à ces situations, il faut oser, il faut être courageux et accepter qu'on puisse se tromper. Et je crois que la population doit aussi l'accepter et le comprendre. Donner du sens à une décision, c'est expliquer à la population que si on ne prend pas cette décision, on la met en danger et ça, on ne nous le pardonnerait pas. Je vous vois abonder à ces propos. Oui, tout à fait. Et je voulais réagir aussi sur une frustration qu'on peut parfois avoir. Vous disiez que en Bretagne, il y a eu plus de coupures d'électricité qu'il y en avait jamais eu. C'est que nos infrastructures, elles sont pas adaptées à ces épisodes extrêmes qui étaient rares et qui sont de moins en moins rares. Donc je parle à la fois des réseaux électriques, des infrastructures de transport, des bâtiments, ou même des politiques d'aménagement du territoire. Le problème, c'est que pour faire évoluer ces infrastructures, ça prend beaucoup de temps. On est vraiment sur le temps long. L'aménagement du territoire, ça se passe à une échelle qui se compte en dizaines d'années. Oui. Les réseaux haute tension, idem, c'est des gros travaux d'infrastructure. Les voies ferrées, idem, ça a 30 ans d'âge en moyenne, un réseau ferré. Donc c'est seulement une fois tous les 30 ans qu'on les rénove et qu'on peut davantage les adapter. Donc on est sur le temps long et puis ça coûte aussi très cher à adapter alors qu'on est encore sur des épisodes exceptionnels. Donc on sait qu'on continuera à être exposé à ça. On sait que le risque zéro n'existe pas, mais c'est pas grave parce qu'on cherche aussi à diminuer l'impact de ce qui va se produire parce qu'on peut pas adapter à temps toutes nos infrastructures. On est sûr que nos centrales nucléaires sont capables d'affronter des vents pareils. Je vous vois me regarder en faisant une drôle de tête. C'est une vraie question, effectivement. C'est celle de la relation entre les risques naturels et technologiques. Oui. Effectivement, on parle aujourd'hui de risques potentiels, effectivement, qui ne sont plus seulement liés à l'activité interne des sites industriels, qui sont quand même maîtrisés de manière importante aujourd'hui, mais quand effectivement il y a ce type de phénomène, ce sont de nouveaux ingrédients, si j'ose dire, dans la carte des risques des sites les plus dangereux, que ce soit nucléaires ou industriels majeurs. Alors, Chloé Nabédian, est-ce qu'on a vraiment progressé ces dernières années sur les modèles météo et les différents simulateurs qui nous permettent d'anticiper ces tempêtes? Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on n'a jamais été aussi précis. Mais alors, je vous vois tous les deux souriants, rayonnants. Expliquez-nous ça. La réponse est oui. C'est même le jour et la nuit, je trouve, entre les tempêtes de 99 et aujourd'hui, ils ont totalement changé la façon de faire les prévisions météo. À l'époque, c'était un modèle dans la journée, on se basait sur ça. C'est pour ça qu'ils sont même tombés à côté de Martin et Lothar à l'époque. Ils ne l'avaient pas forcément vu venir. Aujourd'hui, on est sur une méthode probabiliste avec des calculateurs extrêmement puissants qui moulinent toute la journée des dizaines et des dizaines de fois et à la fin, on a des probabilités. Donc, il y a très peu de chances de passer à côté d'une tempête cette fois-ci et la précision est vraiment importante car on a des modèles qui sont de plus en plus réduits. On appelle ça des mailles. Parfois, pour calculer des phénomènes, ça peut être 100 km, 10 km. Oui. Maintenant, on a le fameux modèle à Rome qui fait juste un petit kilomètre et qui permet encore plus d'être précis sur des phénomènes qui le nécessitent. Alors, c'est pas pour tous les phénomènes encore. On a beaucoup de mal avec les orages à pouvoir exactement savoir où ils se trouvent et à quel moment. Mais sur des phénomènes comme ça, de grande ampleur, tempétueux, là, les Météo France a été vraiment exemplaires. Vos outils ont vraiment pris en finesse. Ah oui. Est-ce que vous connaissez Bélonos et Taranis? Pas du tout. Ce sont des dieux gaulois. Ah. Alors Taranis notamment, c'est le dieu du ciel, de l'orage. Oui, mais ce sont surtout les super calculateurs de Météo France qui ont été déployés il y a 2 ans maintenant. Alors c'est une puissance de calcul hallucinante, multipliée par 10 millions en l'espace de 30 ans. Alors c'est très technique, on parle de pétaflops, 21 pétaflops, ce sont 21 millions de milliards d'opérations par seconde. C'est-à-dire que là, on a réuni, grosso modo, 52 000 ordinateurs, comme vous en avez à la maison. On comprend bien que dans ces conditions, on peut avoir des sorties de modèles de plus en plus pertinentes. On a une puissance de calcul de 52
1000 ordinateurs, c'est bien cela? 50 reliés les uns avec les 2000 ordinateurs. C'est l'équivalent de 52 000 ordinateurs qui seraient effectivement reliés. Arnaud Aimé, nos transports aussi sont-ils aujourd'hui en train de s'adapter à ces phénomènes? On sait qu'un nouveau TGV, par exemple, va bientôt entrer en circulation. Est-ce qu'on commence à intégrer ce genre de choses? Oui, on l'intègre pour tout ce qui est nouveau, donc c'est-à-dire le nouveau matériel roulant, et avoir un nouveau modèle de TGV à partir de dans un an qui va commencer à apparaître. Et pareil pour les rames TER, pareil pour les trains de banlieue et les trains de fret, pareil pour les nouvelles infrastructures qu'on construit, les infrastructures ferroviaires. Le problème, c'est ce qu'on appelle la dette technique, c'est-à-dire que l'essentiel des rames qui circulent, eh bien, elles ont plusieurs dizaines d'années d'âge. L'infrastructure, elle a plusieurs dizaines d'années, voire une centaine d'années d'âge. Et que on peut pas renouveler l'ensemble du matériel, donc il va falloir continuer à vivre pendant, et c'est pareil pour les routes d'ailleurs. Il y a des routes nouvelles, mais il y a beaucoup de routes anciennes qui resteront anciennes. Donc il faut apprendre à vivre avec cette infrastructure ancienne, limiter les impacts en ayant des procédures préventives comme l'interruption des circulations, plutôt qu'avoir à gérer des voyageurs ou des automobilistes bloqués, avec aussi toute la communication vers les citoyens. C'est pas la technologie qui permettra de résoudre tous les cas, parce qu'elle met beaucoup de temps à se déployer sur des réseaux de grande envergure comme le réseau ferré, les aéroports ou les routes. On marque une courte pause si vous le voulez bien, mais on se retrouve dans un instant avec nos spécialistes. On ne lâche pas Kiaran, qui d'ailleurs ne nous lâche pas non plus. À tout de suite. Votre programme avec les vêtements thermiques Ritech du... Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur BFM TV. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Les fast-foods sont visiblement pleins ce soir en Bretagne. On a faim, bien entendu, et surtout, on va y recharger ses téléphones portables. C'est une information qu'on a reçue il y a quelques instants qui est amusante et qui nous dit quelque chose, en fait, de la situation du pays. En tout cas, la tempête Kiaran s'évacue lentement en direction de l'Angleterre, mais les vents restent violents ce soir sur les côtes de la Manche. Alizé Boissin, vous êtes notre envoyé spécial dans le département et vous êtes aux abords d'un collège très durement touché. Oui, c'est ça, nous sommes à Coutances. Coutances, pour vous faire une idée, c'est à peu près à une trentaine de kilomètres de Granville, là où nous étions toute la journée avec Colline Chambol qui m'accompagne. Et ici, Coutances a été fortement touché. Alors, vous l'avez dit, il y a le collège un petit peu plus loin. Il est d'ailleurs très dur d'y accéder, tout simplement parce qu'il y a certaines routes, comme celle-ci, qui sont complètement coupées à cause de la chute d'arbres. On le voit d'ailleurs très bien sur les images, ces chutes d'arbres, mais aussi des chutes de barrières. Vous le voyez, il y a encore donc des traces de cette tempête qui a eu lieu cette nuit. Et donc, je vous le disais, il y a une partie d'un collège dont le toit s'est enlevé, a été soufflé par la tempête. Il y a aussi une partie d'un toit d'une église ici à Coutances. Et donc, beaucoup de dégâts, des routes qui sont encore coupées. Et je le rappelle, dans le département de la Manche, il y a encore 80 000 foyers sans électricité à l'heure à laquelle on se parle. Alors maintenant, c'est place à la pluie, vous le voyez d'ailleurs sur les images. Le vent a un peu arrêté de souffler, mais il faut rester malgré tout extrêmement prudent parce qu'il y a encore des débris sur la route. Ça peut glisser avec les feuilles, donc restez prudent si vous devez encore prendre la route ce soir. Merci beaucoup Alizé Boissin. Sous la pluie, en direct de Coutances, dans la Manche avec Colline Chambol. Vous êtes nombreux à nous avoir envoyé des images témoins depuis 24 heures et nous allons en découvrir quelques-unes dans notre séquence Les éclaireurs. Bonsoir Lisa Adef. Bonsoir Yves. Vous avez recensé pour nous les villes et les territoires les plus durement touchés par la tempête Kiaran. Oui, à ce stade, c'est en Bretagne et en Normandie que les dégâts sont les plus gros. En Normandie, au Havre, un homme est décédé après avoir chuté de son balcon. Et dans le Finistère, il y a eu un blessé, un automobiliste, après un accident causé par la chute d'un arbre. Les départements les plus touchés de ces régions, Bretagne et Normandie, sont le Finistère, le Morbihan et la Manche. La plus forte rafale de vent a été enregistrée à la Pointe du Raz, 207 km/h. Des records ont aussi été atteints à Bas-Brignogan et à la Pointe Saint-Mathieu où le vent a soufflé à plus de 190 km/h. À Morlaix, des arbres sont tombés, regardez, détruisant parfois des voitures. À Brest également, une grue de chantier s'est cassée en deux. De nombreuses rues sont d'ailleurs impraticables à cause des arbres et des panneaux arrachés. Et la mairie pense qu'il faudra plusieurs jours pour tout déblayer. Et au Conquet, une église a été saccagée par le vent. Vous voyez cette toiture avec les tuiles arrachées, des dizaines de tuiles arrachées et des gros blocs de pierre qui sont tombés au sol que vous voyez là. Il y a donc des trous dans le toit. Et l'église avait été remise en état il y a à peine 6 ans. Dans la Manche et dans l'Eure, plusieurs conséquences à cette tempête. À Évreux, une femme de 39 ans qui travaille à la poste a été blessée.
légèrement par la chute d'un arbre. À Chamblac, un poids lourd s'est renversé sans faire de blessés. À Coutances, le toit d'un collège où nous y étions s'est envolé. À Saint-Sanson de Bonfossé, les planches de bois qui entouraient le bâtiment d'une école se sont tout simplement envolées. Plusieurs arbres ont aussi cédé à la pression du vent. Et la majeure partie des coupures d'électricité en Normandie concernait les habitants de la Manche. Et vous l'avez dit, avec cette tempête qui désormais se dégage vers le nord. Merci Lisa Adef. Loïc Rivière, pour ceux qui nous rejoignent, ça souffle sur les côtes de la Manche, mais il reste encore de nombreux départements en vigilance orange ce soir. Oui, une bonne partie de la France est concernée. Enfin, en tout cas, la moitié nord où c'est en train de s'améliorer, la moitié sud où c'est en train de se dégrader. Pourtant, il y a peu de départements en vigilance orange désormais, mais beaucoup de départements en vigilance jaune, il faut le constater. Là aussi, c'est un niveau de vigilance à prendre en compte. On surveille toujours le vent pour le nord, le Pas-de-Calais. Cela dit, ces départements devraient sortir de la vigilance orange dans le courant de cette soirée. En revanche, donc, nos regards se tournent vers le sud du pays, en Nouvelle-Aquitaine, notamment pour les Landes, le Pays Basque, également en Méditerranée, sur le littoral provençal, pour la Corse. Là, on craint des inondations, avec là aussi une mer très forte, de fortes rafales de vent et de fortes pluies qui se sont installées en fait dans le sillage de la tempête Ciarán. En réalité, vous voyez, ça traîne. Au large, sur l'océan, en allant vers la Nouvelle-Aquitaine, il y a ces points que vous voyez apparaître. Ce sont des orages qui sont en train d'accoster. Il y a un minimum dépressionnaire. C'est une dépression sœur de cette tempête Ciarán, mais c'est sa petite sœur qui va traverser la moitié sud. C'est elle qui nous donne donc ce temps très perturbé. On surveille les éventuels débordements, notamment au sud de la Garonne, puisqu'il va continuer de pleuvoir tout au long de la journée demain, et aussi en Corse, puisqu'on a également le facteur vent à 120, 130 km/h, et une vigilance crue pour la Corse du Sud. Nous sommes rejoints par le lieutenant-colonel David Hanotel de la Fédération des sapeurs-pompiers de France. David Hanotel, le risque de vague submersion dans le sud-est, les crues possibles dans le sud-ouest, tout cela, c'est le même phénomène météo avec des réactions en chaîne ? Effectivement, selon les régions, selon la topographie, selon la position de la dépression Ciarán, effectivement, les conséquences sont différentes, mais le résultat sur le littoral est assez similaire, malheureusement. Quelle situation inquiète particulièrement vos confrères ce soir dans nos différentes régions ? Alors globalement, c'est plus la façade ouest, en l'occurrence le nord-ouest, la Bretagne qui reste concernée, la Normandie, tout ce qui va remonter vers les Hauts-de-France, puisque certes la dépression est désormais passée, les vents ont faibli, mais il y a encore des problématiques de circulation, il y a des collègues qui vont intervenir toute la nuit, il y a également toutes les autres services de l'État ou des communes, des conseils départementaux, il y a Enedis, tous ces partenaires, on fonctionne tous en interservice qui vont devoir travailler durant les prochaines heures, donc il y a des risques pour eux. Et puis il y a également encore des risques, ça a été dit par vos reporters sur le terrain, pour nos concitoyens à prendre les véhicules, à éventuellement malheureusement être confrontés à un arbre qui viendra à tomber. Beaucoup d'éléments ont été fragilisés, donc la consigne reste à la prudence et dans la mesure du possible, on l'a martelé hier, on va le redire encore ce soir, d'essayer de rester chez soi encore le plus possible. Les sols sont gorgés d'eau, des arbres et des bâtiments sont fragilisés, il va falloir rester vigilant plusieurs jours, on le comprend, d'autant que le phénomène de submersion marine peut être particulièrement destructeur. On sait faire aujourd'hui ou on ne peut que subir face justement au phénomène de submersion marine ? Alors la seule mesure que l'on sait mettre en œuvre, c'est l'anticipation, c'est toutes les mesures de prévention qui peuvent exister en amont. On l'a vu avec la tempête hier et aujourd'hui. C'est les mesures d'anticipation qui ont permis, et on y reviendra certainement, d'avoir un bilan qui est certes malheureusement de 2 décédés et de plus de 15 blessés légers, mais qui reste minime par rapport à l'ampleur de la tempête. Et face aux submersions et à la montée des eaux, effectivement, c'est tout ce travail de prévention, d'abord sur l'habitat, les constructions et tout ce qui peut avoir un impact sur ces inondations, et puis les mesures d'acquisition de bâtards d'eau, de protection, de sacs de sable, mais c'est en amont que ça se passe. Alors, Chloé Nabédian, d'autres pays européens ont été touchés, il n'y a pas que la France. Oui, d'autres pays européens sont touchés par ces phénomènes-là. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est de prendre conscience que tout le monde réagit un petit peu différemment aussi par rapport à cette culture du risque. Ah oui. Par rapport expliquez-nous, c'est intéressant, oui. Il y a des cultures du risque, en fait. Il y a une culture du risque qui demande vraiment à se développer. C'est très développé, par exemple, dans les départements d'outre-mer qui connaissent déjà particulièrement bien la force des ouragans et dès la petite enfance, finalement, on les habitue déjà à savoir comment réagir face à cette situation. En France, par exemple, on n'a pas trop cette culture du risque qui est particulièrement développée. Et c'est vrai que ça manque aujourd'hui d'avoir des exercices qui nous permettent de savoir comment réagir en cas de forte tempête, en cas d'épisode méditerranéen très intense, en cas de tornade. Enfin, il y a plein d'éléments météo aujourd'hui qui sont à prendre en ligne de compte et cette culture du risque est vraiment nécessaire à développer. Quel est le point qui vous inquiète le plus ce soir ?
Quand vous regardez vos cartes météo et que vous pensez aux 24 heures qui viennent. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que le week-end arrive, le retour des vacances arrive et que peut-être que maintenant que le plus gros de la tempête quelque part est passé, il y ait justement ce sentiment de se sentir un peu plus en sécurité alors que le danger encore est très présent pour les vagues submersion et ça commence à peine pour le sud de la France. Un dernier conseil, David Hanotel, avant de nous séparer? D'être prudent, effectivement, de pas avoir nécessairement, parce qu'on a le sentiment qu'il faut faire vite, de monter sur sa toiture pour aller remettre des tuiles. Il faut continuer à rester prudent. Effectivement, il y a une certaine forme d'impatience qui va peut-être se mettre en place. On a le sentiment que ça y est, le retour à normal est là. Il faut encore patienter et être un petit peu toujours sur des mesures de précaution et attendre et surtout ne pas prendre de risques parce que c'est mettre sa vie en danger et se blesser et puis nécessiter l'intervention des secours pas forcément justifiée à la base. Donc ce week-end, quels sont les endroits qui seront les plus sensibles, Loïc? Ça sera la dernière question de l'émission. En fait, une bonne partie du pays sera à nouveau concernée. Samedi, c'est une nouvelle perturbation très active qui va arriver par l'ouest, qui va traverser quasiment toutes nos régions. Alors, voyez les valeurs prévues pour l'instant. On parlerait d'un fort coup de vent avec des rafales qui vont s'approcher des 100 km/h dans les terres, qui pourraient encore les dépasser en bord de mer, sur des territoires qui ont déjà été affectés le week-end dernier à l'occasion des grandes marées et là par la tempête Kiran. Merci à tous. La mère du terroriste d'Arras prend la parole ce soir sur BFM TV. Bonsoir Dominique Rizet.